Nouvelles héroïnes. Lorsque vous repensez à votre parcours, est-ce que vous pensez que vous avez fait ce parcours parce que ça vous rendait heureuse, ou plutôt parce que c'était la voie royale au regard des autres et de la société? Et si vous aviez des choses à changer, lesquelles seraient? Une fois qu'on a vu que en fait la norme elle n'existait pas et que c'était juste que dans notre famille on nous disait d'être très fort en maths, et ben ça, je pense que ça aide un petit peu plus à résister à ça. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire, et puis d'aller poser des questions à des gens différents. Est-ce que le fait d'avoir été dans un domaine assez masculin, en étant une femme, a été un obstacle? Nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, je ne vous propose pas une suite d'équations à résoudre, mais plutôt une aventure humaine autour de ce micro. Une rencontre avec une jeune femme qui était à votre place il y a quelques années, une jeune femme qui a choisi de relier deux mondes, les chiffres et la vie. Judith Abécassis, tu es chercheuse au centre INRIA de Saclay. Tu construis des modèles mathématiques pour mieux comprendre les maladies, prédire les soins et surtout à l'avenir aider les médecins à sauver des vies. Avec ton équipe de recherche, tu ne manipules pas des éprouvettes, mais des données. Des milliards de chiffres, de modèles, d'algorithmes. Tu utilises les mathématiques pour prédire l'évolution des maladies. Ensemble, nous allons découvrir ce qui te guide, ce qui te pousse à te demander pourquoi, comment et si. Alors, avant de te tendre le micro du podcast Nouvelles héroïnes devant ces jeunes lycéennes, je vous invite à imaginer une scientifique qui n'a jamais cessé de douter, mais qui a toujours continué de chercher. Parce qu'en science, comme dans la vie, le doute n'est pas un obstacle, c'est le point de départ de la découverte. Ensemble, on va parler de modèles, de rôle modèle, de confiance et peut-être un peu de magie, celle des maths qui sauvent des vies. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Lorsque vous repensez à votre parcours, est-ce que vous pensez que vous avez fait ce parcours parce que ça vous rendait heureuse, ou plutôt parce que c'était la voie royale au regard des autres et de la société? Et si vous aviez des choses à changer, lesquelles seraient? Ouais, je pense que c'est une question très difficile, et je pense qu'il y a un petit mélange des deux. Je dirais que le moment où je suis sûre de pas avoir fait d'avoir fait le choix qui me rendait heureuse et pas la voie royale, c'est quand j'ai choisi biologie plutôt que mathématiques, parce que c'était de la vie de certains un petit peu moins prestigieux. Après, même en faisant ça, je suis restée dans un cadre assez normatif et vraiment très scolaire. Je veux dire, je suis pas partie faire le tour du monde. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un de ma promo en biologie. À un moment, il est vraiment parti aller regarder des plantes en Afrique du Sud, parce que c'était vraiment ça sa passion, et il a un peu alors je sais pas exactement comment il est retombé sur ses pieds derrière, mais voilà, il y a un moment où il a mis un peu de côté le parcours classique pour faire ça. Mais voilà, je dirais que ce qui est hyper important, c'est de vraiment à un moment pas aller à reculons dans quelque chose. Et donc je pense que là, si j'avais dû aller en prépa maths avec ces 2-3 garçons que je trouvais un peu désagréables et tout, ça aurait quand même été à reculons. Après, il y a aussi un autre côté où je me dis, en fait, ils ont eu beaucoup de poids et je leur donne beaucoup d'importance d'avoir changé ma trajectoire. Après, rétrospectivement, je suis hyper contente d'avoir fait ça, parce que je suis pas allée jusqu'au bout de la biologie, mais ça me donne vraiment une façon de penser, ou des intérêts ou des connaissances qui sont vraiment différentes de à peu près la plupart des autres personnes qui travaillent à INRIA. Et donc c'est intéressant de croiser les regards, mais c'est... Enfin voilà, je pense que même maintenant, j'ai du mal à distinguer. Voilà, est-ce que je fais les choses parce que je pense que je fais pas assez les choses parce que ça me plaît très profondément, et je les fais beaucoup parce que, je suis très marquée par le fait de faire ce qu'on attend de moi. Et voilà, petit à petit, je fais de plus en plus les choses par choix et par plaisir, mais c'est... Enfin voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de vous connaître vous-même et de réussir à vous poser les questions. Et je sais pas quelle est la bonne façon de faire. Est-ce que c'est en discutant enfin, si on a du mal, est-ce qu'il faut discuter à plusieurs? Écouter plein de parcours, ça peut aider, parce que justement, ça
ça déconstruit un petit peu la norme une fois qu'on a vu que en fait la norme elle n'existait pas et que c'était juste que dans notre famille on nous disait d'être très fort en maths. Et ben ça, je pense que ça aide un petit peu plus à résister à ça. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire et puis d'aller poser des questions à des gens différents. Qu'est-ce que vous auriez dit à la petite Judith qui sait pas quoi choisir entre maths physique et maths biologie? De s'écouter. Voilà, il y a quelque chose dans la vie qu'on peut faire un peu par calcul en disant bon bah voilà, je vais supporter ce truc-là, mais qui m'amène à un endroit où je veux aller. Mais en fait, on peut pas le faire des années et des années. Il y a un moment où on sait pas non plus quand est-ce que ça va s'arrêter. Enfin, je veux dire, si là il y avait quelqu'un qui hésitait qui m'a parlé, qui hésitait à faire une thèse pour ensuite accéder à un concours où ils prennent deux docteurs par an pour aller dans une école. Bon, bah, il y a tellement de choses il y a tellement d'incertitudes sur le chemin. J'ai vraiment dit à cette personne, bah voilà, si la thèse, ça t'amuse, vas-y. Mais si tu subis un peu la thèse pour ensuite avoir ce truc qui est quand même très incertain, ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, faut réussir à bien peser un petit peu ça. Là-dessus, c'est hyper important d'aller aussi poser des questions à des gens à différentes étapes. C'est-à-dire que il faut pas demander que à des personnes qui sont en train de faire ce choix thèse, pas thèse. Il faut demander à des personnes qui sont en thèse, des personnes qui ont fini leur thèse, des personnes qui ont fini leur thèse depuis 10 ans. Et essayer de mélanger un petit peu tout ça. Et pareil, sur des choix d'endroits, des choix d'école, réussir à trouver des gens qui y sont pour vérifier que l'ambiance correspond, et voir même des gens qui en sont partis, parce que parfois on parle plus librement une fois qu'on est parti, mais c'est important d'avoir vraiment des avis croisés et des avis à plusieurs niveaux. Qu'est-ce que vous voulez faire après ce que vous faites maintenant? C'est une très bonne question. Je pense que là on est quand même dans un moment où il y a des sauts technologiques qui changent beaucoup les choses. Donc là je pense que la suite, c'est la suite logique, au moins à l'horizon de quelques années, c'est de continuer d'encadrer de plus en plus de gens, d'avoir de plus en plus de projets. Mais après, ça peut être, si jamais on voit quelque chose de très prometteur, est-ce que c'est le transformer en start-up? Est-ce que c'est faire plus d'enseignement? Est-ce que c'est conseiller d'un point de vue scientifique, des startups qui, elles, développent des outils pour les médecins. Enfin voilà, il y a plein de suites possibles, mais voilà, ça va sûrement rester dans quelque chose dans cet univers-là, parce que, enfin voilà, moi, ce qui m'anime profondément, c'est qu'à un moment, tout ce qu'on fasse, ce soit pas juste un jeu mathématique en disant bon bah voilà, c'est incroyable d'explorer toute cette pile de données que personne n'a jamais vue, mais c'est d'en sortir vraiment quelque chose qui va changer les choses pour les médecins et pour les patients et pour même les gens qui sont pas encore des patients, parce que je pense qu'un des gros enjeux où les données peuvent changer des choses, c'est tout ce qui est prévention en santé. Parce que là, on attend beaucoup que les gens soient malades pour les soigner, mais en fait, si on pouvait les empêcher d'être malades, ce serait encore plus efficace. Mais voilà, moi, mon idée, c'est vraiment d'essayer d'aller vers quelque chose qui va avoir un intérêt dans la suite, parce que enfin, je veux dire, la publicité, c'est même pas le truc le plus louable, mais pour l'instant, c'est la publicité, ça a plus changé la vie des gens, peut-être en mal, hein, mais mais que les algorithmes qu'on développe en santé, qui pour l'instant font. Et je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'algorithmes en santé qui sont vraiment utilisés de façon hyper large et qui ont vraiment fait beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, je pense que la surveillance cardiaque de l'Apple Watch, ça doit être un des trucs qui a touché le plus de monde. Parce qu'après, il y a aussi l'enjeu, en fait, même si on a fait le meilleur algorithme et le meilleur outil, il faut ensuite qu'il atteigne beaucoup de monde. On retombe quand même sur des enjeux, alors qui sont pas forcément commerciaux, mais en tout cas qui vont se rapprocher aussi des sciences sociales, qui est comment est-ce que on peut faire que les gens font confiance à des algorithmes et envie de les utiliser. Il y a des notions d'équité aussi, parce que les algorithmes vont peut-être fonctionner pas pareil pour tout le monde. Et donc là, il y a des questions à se poser aussi. Donc voilà, la question plus large de ensuite, comment est-ce qu'on transforme le monde avec l'IA, en fait, elle dépasse complètement ce sur quoi moi j'ai des compétences, et il va falloir qu'on travaille beaucoup avec plein de domaines différents pour aboutir à quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir été dans un domaine assez masculin, en étant une femme, a été un obstacle?
Alors moi, il y a eu aucun moment où j'ai eu des gros blocages à cause de ça. En fait, en ayant été dans un milieu beaucoup plus féminin, je vois vraiment des différences de fonctionnement et d'acceptation. Après, pour l'instant, je pense que j'ai un peu plus rencontré la réaction. Ah tiens, bah il y a une fille, c'est la seule fille, et en fait, du coup, on me remarque et on m'aide, par exemple, plus qu'une réaction négative. Je pense que là où j'ai rencontré des réactions trop négatives, en fait, je suis partie tout de suite et j'ai vu là, par exemple, le jour où je suis arrivée au département de mathématiques. Alors, est-ce que si j'avais été un homme, on m'aurait un peu plus pris au sérieux et on aurait dit, ah, bah, peut-être que tu peux essayer d'aller suivre le cours où on fait des modèles mathématiques pour la biologie. Je sais pas. Peut-être qu'on m'aurait reçu différemment. Mais voilà, enfin, pour l'instant, je pense que c'est pas complètement fermé. C'est sûr qu'il y a peut-être plus de portes fermées, donc ça demande d'aller à plus d'endroits, mais il y a quand même pas mal d'endroits qui sont plutôt ouverts, plutôt bienveillants. Ça commence à être moins bien vu aussi d'être une start-up avec que des hommes, et donc eux, ils commencent enfin, je veux dire, voilà, il y a pas mal d'endroits où ça bouge, donc je dirais, si vous avez une réaction un petit peu négative, fuyez et puis continuez à chercher. Enfin, voilà, éventuellement continuez à chercher parce qu'il y a des endroits où on peut être mieux accueilli. Après, c'est sûr que, enfin voilà, je sais pas si. Je pense que moi, en tant que femme, j'ai moins confiance en moi et je pense toujours que je suis pas assez forte en mathématiques, alors qu'en fait, tous les moments où je comprends pas, bah en fait c'est juste que j'ai pas tout vu en cours, mais en fait personne n'a tout vu en cours, personne ne sait déjà résoudre l'équation et en fait tout le monde a besoin de passer 2 heures avec son brouillon à côté à décortiquer un petit peu cette équation, et je veux dire, personne la regarde en se disant waouh, c'est magique. Alors après, moi, quand ça m'arrive, enfin quand je me dis pas waouh, c'est magique, je me dis oh là là, c'est que je suis nulle. Est-ce qu'un homme se dirait la même chose? Je sais pas. Mais je pense que ça dépend aussi des personnes. Mais voilà, moi, j'ai pas rencontré de gros blocages, ou en tout cas, les gros blocages, ils étaient tellement gros que j'ai contourné et je suis pas restée dessus. Mais c'est sûr que ça change quelque chose. Après, il y a quand même un côté un petit peu bloquant, c'est-à-dire qu'être la seule femme dans une équipe, ça peut ne pas être hyper agréable au quotidien, même juste d'un point de vue social. Enfin, donc ça peut être un frein. Et justement, il y a pas, enfin, je veux dire, là, il y a des équipes à INRIA qui peuvent se poser la question. Et quand il n'y a pas beaucoup de femmes, en fait, juste statistiquement, parce qu'il y a deux doctorantes qui vont soutenir presque en même temps, il peut se trouver quelques mois où il y a 0 femme dans l'équipe, etc. Enfin, moi, j'ai plutôt été avec des gens qui trouvaient que c'était un problème, ou qui avaient peur qu'ensuite ça empêche d'autres femmes de candidater. Enfin, voilà, j'ai plutôt rencontré des gens bienveillants, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont moins bienveillants. Après, c'est moins bienveillant partout. En fait, moi, ce qui me désole un petit peu, c'est qu'en biologie, justement, on était 3/4 de femmes au niveau post-bac. Au niveau des profs à l'université, le ratio, il s'est inversé, il y a plus d'hommes. C'est un problème. Je veux dire, c'est un problème de plafond de verre un peu général, quand même, qui existe, qui tend à progresser, mais ça va mettre encore au moins une génération pour que ça s'inverse complètement et que ça se normalise. Aujourd'hui, la science, c'est un domaine plutôt masculin et les femmes sont largement sous-représentées dans la plupart des formations scientifiques. Donc, est-ce que vous pensez que la diversité du genre dans les milieux scientifiques, ça représente seulement un enjeu paritaire, ou est-ce qu'il existe un réel enjeu pour la science? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'il en va de même pour la diversité sociale dans des hauts milieux scientifiques comme le vôtre? Alors il y a vraiment un enjeu scientifique à ce qui est de la diversité, et il y a un enjeu et effectivement de la diversité homme-femme, mais de la diversité sociale, et du coup à la fois en origine, en plein de choses. Enfin, moi il y a plusieurs exemples très concrets. Par exemple, enfin moi je viens de la biologie, mais du coup en génétique on s'est rendu compte qu'en fait alors maintenant, il y a eu beaucoup plus de génomes séquencés, mais par exemple, le premier projet un des premiers gros projets qui était le projet 1000 génomes, il y avait 1000 génomes, en fait, ils étaient essentiellement des occidentaux. Donc, tout ce qui était le sud global, l'Asie, l'Afrique, tous les autres continents étaient sous-représentés. Ça fait vraiment des différences
C'est aussi le cas dans les essais cliniques. Et donc, par exemple, on se rend compte, en France, il n'y a pas du tout la même survie selon son origine au cancer du sein. Donc, il y a sûrement une question de retard de diagnostic, par exemple, parce que selon sa catégorie socio-professionnelle, on consulte pas forcément des médecins aussi souvent. Il y a plein de gens qui n'osent pas déranger ou qui ont peur de déranger les médecins, qui ont peur aussi de déranger leur employeur en s'absentant. Enfin voilà, il y a plein de facteurs sociaux qui font ça, mais il y a aussi une question que les traitements, ils ont été optimisés pour une population blanche et ils marchent pas forcément sur toutes les autres origines ethniques. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et puis en fait, en question de recherche, les femmes vont avoir tendance à poser des questions scientifiques différentes. Moi, quand j'étais en L3, j'ai été dans un laboratoire qui faisait de la génomique comparative, donc en fait qui essaye de comparer les génomes de plein d'espèces actuelles pour essayer de reconstituer toute l'histoire évolutive des génomes et donc par exemple à quel moment il y a eu des duplications complètes du génome, enfin un peu ce genre d'événements. Et du coup, la chercheuse qui m'encadrait à ce moment-là, qui est maintenant chercheuse à l'Institut Pasteur, elle a eu une bourse très importante et très compétitive pour faire de la recherche sur l'histoire évolutive de l'endomètre et des règles, etc. et comprendre voilà comment c'était entre différentes espèces, comment ça avait évolué, à quel moment ça s'était mis en place de façon différente dans l'espèce humaine ou dans d'autres espèces. Il y a un volet application médicale sur de l'endométriose, mais je veux dire, je pense que sur de l'histoire évolutive, il n'y a pas beaucoup de chercheurs hommes qui auraient posé cette question. Donc il va vraiment y avoir des questions de recherche différentes. Plus il y aura de femmes, plus il y aura des questions de recherche différentes. Pareil, là, le labo où j'étais en thèse, il y a tout un volet sur l'impact d'avoir un cancer du sein quand on est jeune, sur tous les aspects de sa vie, parce qu'en fait, c'est des moments... Enfin, je veux dire, en fait, quand on a un cancer du sein, le pic des cancers du sein, c'est plutôt entre 65 et 75 ans. Mais en fait, si on a et du coup, il y a tout un tas d'enjeux de santé publique, de plein de choses pour ces femmes-là. Mais en fait, si on a un cancer du sein à 35 ans, eh ben, il y a la question de est-ce que comment on gère la préservation de la fertilité? Est-ce que si on décale les traitements de plusieurs semaines pour faire ces traitements, ces préservations de la fertilité, quel risque ça entraîne sur la survie, quel impact ça a sur élever des petits-enfants pendant qu'on fait une chimio. Enfin voilà, il y a plein de questions, beaucoup plus sur de la vie quotidienne et tout. Et donc, les médecins, enfin je veux dire, comme dans tous les domaines, il y avait beaucoup de gynécologues et d'oncologues hommes, ils se posent plein de questions sur évidemment la santé des femmes, mais beaucoup à travers un prisme santé et pas forcément par rapport en intégrant sur toute la vie. Donc vraiment, il va y avoir des questions scientifiques différentes qui vont être posées par différentes populations. Et puis, voilà, penser à des biennes où on regarde beaucoup les résultats et on se dit, tiens, est-ce qu'on a bien pensé à tous les facteurs? Et du coup, plus on va être divers, plus on va penser à une diversité de facteurs en se disant, en fait, ce truc-là, c'est anecdotique, mais en fait, si on travaille, je sais pas, en horaire décalé, en fait, on va avoir plus de mal à aller à des rendez-vous médicaux. Enfin, j'en sais rien, mais plein de petites choses qui, en fait, se voient ensuite dans les données et vont biaiser les résultats. Et donc c'est très, très important d'avoir une diversité. Vous avez dit que vous avez choisi une prépa plus bio et que là-bas il y avait un meilleur environnement. Est-ce que selon vous c'est peut-être plus intéressant de privilégier une prépa moins prestigieuse pour avoir un environnement moins compétitif? C'est une question qui est un petit peu difficile et qui va dépendre aussi de chacun et de sa résistance au stress et à plein de facteurs. En fait, c'est sûr que ça peut aider plus on est dans un environnement prestigieux, plus on va avoir meilleurs vont être les profs, meilleurs vont être les autres élèves, meilleurs vont être plein de choses. Mais ça vient avec un coût. Enfin, par exemple, moi, j'étais parisienne, je pouvais rester chez mes parents, mais il y avait d'autres élèves de ma classe qui venaient de l'autre bout de la France, voire il y avait une élève qui venait de la Réunion. Du coup, elle était vraiment très éloignée de sa famille. Donc, selon comment on gère tout ça, ça peut être plus. Enfin voilà, c'est un petit peu un équilibre entre les deux, parce qu'il y a un moment où ça va nous aider, mais si ça nous coûte trop personnellement ou en morale ou en plein de choses, il y a un moment ça va être contre-productif. Donc ça c'est un petit peu à chacun de
de jauger, de se connaître, de demander des avis, mais c'est, enfin voilà, après, il y a vraiment l'aspect un peu extrême de voilà, il faut pas faire de dépression, mais même après être un peu plus heureux au quotidien, ça, enfin je veux dire, il y a aussi des résultats de neurosciences qui montrent que si on est dans un environnement positif et que c'est associé à des moments joyeux, en fait, on retient mieux. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est un équilibre qui est très personnel et pas facile à trouver. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leurs rêves ou ce qu'elles veulent faire après le lycée? Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous aimez plus faire des maths ou de la bio? C'est une question qui est difficile pour vous aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile? C'est tôt. On nous demande de choisir assez tôt. Et deux, je pense que comme on choisit un peu directement les sciences, les gens, enfin, la société aura tendance à nous pousser encore plus vers les sciences étant donné qu'on est des filles. Et après, choisir dans les domaines des sciences, c'est tellement différent. Tout est intéressant, mais à la fois tellement vaste et différent. C'est-à-dire que moi, j'adore les maths, j'adore la chimie, j'adore le code. Et pour autant, je vois pas vraiment comment c'est possible de lier tout ça. Enfin, c'est sûrement possible, mais on n'a pas forcément assez de vision. On nous demande de choisir, mais on sait pas où ça amène. En fait, on choisit un peu à l'aveuglette. Et du coup, c'est un peu compliqué de... Tu veux dire par rapport à ce manque du réel, ce que disait Judith en introduction, elle disait, en fait, on faisait des mathématiques, mais moi, j'avais besoin de concret, de à quoi ça sert de faire des mathématiques. C'est un petit peu ça et... c'est un peu ça. C'est maintenant avec le choix des spécialités, ça s'oriente plutôt sur en quoi on est bon. Mais après, savoir où ça mène précisément, on sait pas forcément. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient du système maintenant. C'est qu'on a énormément de portes, donc on peut faire énormément de choses, mais on sait pas forcément où on va, donc... Donc tu vas là où tu as la meilleure note, c'est ça? Un peu. Pas forcément vers ce qui m'intéresse. Enfin, je suis bonne, j'aime bien, mais est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire plus tard? Pas forcément. Mais on donne pas vraiment d'autres choix, d'autres possibilités, parce que la France, c'est une éducation assez classique dans le sens où on nous pousse beaucoup vers soit littéraire, soit scientifique, et tout ce qui est un peu art, sport, c'est totalement délaissé alors que ça se vaut tout autant que les autres matières. Tu veux dire que les arts ou le sport, c'est dévalorisé par rapport... Y a rien qu'à voir le choix des spécialités proposées. Il y a plusieurs spécialités en littérature, plusieurs spécialités en géopolitique, sciences éco, en sciences. Et pour le reste, il y a, je crois, art du cirque et un truc de sport. Mais c'est pas proposé dans tous les lycées. Enfin, on nous demande aussi de choisir là où on aura le plus de possibilités après, pour pas être bloqué. Et du coup, vous sentez, c'est général ce sentiment, vous sentez une pression? Ou en tout cas, beaucoup de doutes? En fait, ça rejoint un peu ce que ma collègue a dit. Et en fait, il existe tellement de domaines avec des sous-domaines précis qu'il faut être un peu dans la filière pour avoir le choix des domaines. Il n'existe pas une liste complète avec tous les métiers du monde. Donc on sait pas vraiment, on est un peu dans le flou. Et donc on se dit je vais choisir quelque chose parce qu'il faut choisir quelque chose. Mais après certaines ou certains, ils savent clairement ce qu'ils veulent, mais on n'est pas direct dans notre choix. On voit vraiment pas bien où ça va mener. Et ce qui se passe, c'est que déjà il y a des métiers qui n'existent pas. Enfin, je pense que là il y a une bonne partie de ma génération qui est développeur informatique. Au lycée, ça n'existait pas, développeur informatique comme métier. Enfin, je veux dire, ça existait, mais c'était assez minoritaire et donc on n'en parlait pas. Donc, il faut quand même. Il y a aussi une notion qu'en fait, on sait pas ce que ça va être comme métier, ce que ça va être comme quotidien. Et en fait, dans chaque domaine, on peut aussi avoir plein de façons de l'exercer parce qu'il y a la version très technique, il y a la version où on va faire du management et du coup, on va gérer des personnes qui le font, mais du coup, ça demande des qualités qui sont différentes. Il y a aussi un truc où un même domaine, ça va avoir par exemple, moi, j'aimais bien la biologie et puis j'ai découvert que la recherche en biologie, c'était faire beaucoup d'expériences. Et moi, j'étais un peu maladroite. Et je me suis dit que vraiment, ça allait m'ennuyer de remplir des tubes toute la journée et que c'était vraiment pas mon truc. Mais en fait, j'ai pas du tout exploré ce qui se passait dans
dans l'industrie, ce qui se passait dans l'agroalimentaire, et il y a peut-être plein d'autres choses qui m'auraient amusé. Enfin, je veux dire, je pense qu'à un moment, on peut pas avoir toute la liste et choisir. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de parler à des gens. Et puis même là, maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de podcasts, de gens qui racontent quel est leur métier au quotidien. Et donc ça peut aider quand même à se projeter ou pas dans des choses. Peut-être aussi essayer moi, quand t'as demandé si des gens savaient si des lycéennes savaient ce qu'elles voulaient faire plus tard, il y avait aussi, est-ce qu'il y a des choses où vous êtes sûr que vous voulez pas faire ça? Et peut-être partir de là aussi en se demandant pourquoi j'ai pas envie de faire ça. Et ça peut peut-être aussi donner moi, je suis une personne un peu négative, donc je me pose les questions par la négative, mais voilà, essayer de comprendre qu'est-ce qui nous amuse pas, mais du coup, ça peut aider à voir aussi, en fait, voilà, moi, dans la biologie, si je m'étais posé la question, j'aurais vu, je veux pas faire de manip. Mais en fait, peut-être que j'aurais plus facilement vu toutes les choses qui n'étaient pas des manips que je pouvais faire, ou qui n'étaient pas de la recherche en biologie que je pouvais faire. Enfin voilà, il y a plein de façons de retourner les questions et peut-être aussi, du coup, là, en discuter, en essayant de se poser des questions en petits groupes, ça peut aider aussi à débloquer des choses. Ou s'il y en a une qui dit, moi, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Enfin, voilà, ça peut aider à prendre conscience que nous, on n'a pas envie non plus, ou si nous, on aurait envie, ou nous, on le voyait pas comme ça. Et donc, mais effectivement, on nous demande un peu des grandes orientations. Mais même en école d'ingénieur, en fait, il y a plein de sous-filières ensuite et de respécialisation dans tous les sens. Donc après, ce qui peut guider beaucoup, c'est les stages. Je sais pas si vous en avez fait en troisième ou s'il y a des stages enfin, voilà, mais c'est là aussi où il faut peut-être aller se dire, tiens, tel truc, en fait, ça m'attire un peu, je sais pas pourquoi, mais je veux aller voir comment c'est pour de vrai. Ça peut être des occasions et après, voilà. Là, je parle des stages passés, mais vous en avez encore plein à venir. Et puis, n'hésitez pas à poser déjà juste dans votre famille, qu'est-ce que ou dans des familles d'amis, justement, pour avoir d'autres représentations. Quel est le quotidien des personnes? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les amuse? Enfin, moi, j'ai l'impression que finalement, ce qui fait que je suis heureuse au travail ou pas, c'est est-ce qu'il y a 2-3 personnes avec qui je m'entends bien autour de moi, et ça change tout, quoi. Enfin, je veux dire, et une fois qu'on a compris ça, le contenu, il devient un petit peu moins important, ça fait moins de pression. Enfin, voilà, il y a plein de... Mais identifier ce qu'on cherche vraiment, ça peut vraiment aider. Je trouve que c'est une bonne question de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment pas envie de faire. Et en fait, on en revient toujours à cette posture de chercheuse que tu as, c'est de se poser en fait la bonne question, en fait les bonnes questions. Et c'est vrai que moi, à votre âge, je voulais devenir professeur de mathématiques, ce que je ne suis pas aujourd'hui. Et c'est vraiment en faisant et effectivement en rencontrant. Et encore, moi, j'étais à une période où il n'y avait pas du tout de réseaux sociaux, où il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien. Donc, si tu voulais rencontrer quelqu'un, il fallait vraiment toquer à la porte d'un bureau et lui poser les questions. Mais c'est vraiment en faisant et qu'on se construit. Et mon métier d'aujourd'hui n'existait pas. Et 40 ans, donc effectivement, il y a ce côté, peut-être que votre métier que vous allez exercer n'existe pas encore, et continuer à écouter des podcasts, faire des rencontres, comme ici à INRIA, poser des questions à souvent des métiers. C'est vrai que le métier de chercheuse, et ce que tu fais aujourd'hui, c'est bien de poser des questions. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelles sont tes journées? Quelle est la posture? Et moi, j'avais une question aussi que j'ai pas posée, mais quelles sont ces compétences et qualités qu'on doit avoir en fait quand on veut être chercheuse? Toi, tu m'avais dit, aimer le doute et se poser les bonnes questions, mais cette question aussi de curiosité. Oui, mais voilà, mais je pense qu'après, il y a plein de gens qui font le métier de chercheur avec d'autres qualités qui ressortent et d'autres choses. Mais effectivement, il y a quand même il y a beaucoup une notion aussi de confort par rapport à l'incertitude et à l'inconnu, parce que c'est marrant, parce que, je veux dire, moi, j'étais très scolaire et je pensais pas que j'allais supporter d'être dans un environnement où il y avait plein de choses qu'on connaissait pas. Et puis en fait c'est pas ça qui me dérange, quoi. Je veux dire, faut creuser à chaque fois dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, exactement le pourquoi, et c'est pas très facile. Après, une autre chose peut-être sur choisir son métier, etc., c'est vraiment ne pas hésiter à régulièrement remettre en question et puis voir comment justement effectivement on peut évoluer et ne pas s'arrêter à un nom ou à oh, t'es sûr que tu veux faire ça, ça a l'air bof, ou je sais pas quoi, parce que
bah voilà, ce prof de maths, je pense que de prépa, selon lui, enfin, s'il avait été un tout petit peu différent dans sa façon peut-être de recevoir ma demande, bah j'aurais peut-être pris une autre décision. Après, ça aurait enfin, je veux dire, moi, je suis assez persuadée qu'à la fin, j'aurais atterri sur un truc un peu similaire. Si j'étais partie dans l'industrie, bah en fait, je ferais de la data science sur d'autres types de données. Alors, ce serait pas de la recherche, mais en fait, bah, je m'amuserais sûrement aussi bien. Donc vraiment, il faut pas trop il y a un moment quand même où les choses vont se clarifier au fur et à mesure des stages, au fur et à mesure des opportunités. Après, il y a sûrement des choses qui m'auraient plu aussi, que j'ai jamais explorées. Je sais toujours pas que ça existe. Et voilà, donc il faut pas trop avoir faut pas avoir cette ambition de tout savoir et de tout connaître pour faire le bon choix parmi tout, parce qu'en fait, il y a plein de bons choix. Mais il y a sûrement plein de chemins vers des choses qui nous plaisent et des versions de ce qui nous plaisent qui sont dans des domaines complètement différents. Mais en fait, ça se ressemble. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui décrivent que dans leur métier, ils aiment bien être en collaboration avec plein de métiers différents. Bah voilà, moi je le fais un petit peu en recherche. Il y a des gens qui le font sur du cinéma parce qu'en fait ils vont faire des films sur d'autres métiers où ils vont aller rencontrer des gens. Enfin, je veux dire, il y a 1 milliard de façons de le faire. Donc je pense qu'il faut pas avoir trop peur de se tromper, parce que je veux dire, si à un moment vous êtes vraiment pas à votre place, vous allez le sentir et vous allez essayer de faire autre chose quand même. Nouvelles héroïnes. On arrive sur la fin. Un mot de la fin, un mantra, Judith, avec lequel elles vont partir. Bah, je pense que là, ce que je viens de dire, voilà, de pas avoir trop peur, et puis qu'à la fin, vous allez forcément vous retrouver un endroit où vous allez être pas forcément à votre place, parce qu'en fait, il y en a plein, mais à une bonne place qui vous correspond. Enfin, je veux dire... Puis surtout que c'est pas défini, parce que c'est si pas vous vous défini. souvenez du mot qu'elle a donné pour qualifier aujourd'hui, elle a dit en construction. Donc en fait, c'est un perpétuel mouvement, évolution. Merci beaucoup. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.